Bon, ben, bonjour. Est-ce que le micro... Ah oui, OK, je m'entends. Donc, merci d'être venu ici. Merci aussi à l'organisation de l'événement. Puis, je voulais aussi remercier Automatac parce que j'ai comme été un peu payé pour faire les slides. Puis, merci aussi à ma conjointe Mireille qui m'a aidé à mettre les slides belles. Donc, aujourd'hui, on va parler de C++ puis de Rust. Mais avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Donc, je m'appelle Émile Grégoire, je viens tout juste de graduer en génie logiciel à l'Université Laval. Donc, je viens de Québec, c'est genre la troisième fois que j'étais à Sherbrooke de ma vie. Je suis développeur logiciel chez Automatac, puis je vais vous présenter c'est quoi Automatac. Je suis aussi candidat à la profession d'ingénieur. On m'a demandé c'était quoi le CPI, là. Ben, c'est ça, c'est comme l'ingénieur junior, mais d'aujourd'hui. Puis, je suis un défenseur de l'importance de la professionnalisation de notre domaine. Fait que c'était comme mon message politique des slides. Euh, vous pouvez voir ce que je fais sur GitHub à mgre, puis vous pouvez m'écrire sur Twitter à mgre21 parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris mgre avant moi. Méchante personne. Puis, sur mon épaule, c'est la jolie branche qui est mon oiseau. Donc, je travaille pour Automatac. Qu'est-ce que c'est? C'est une compagnie qui fait du génie logiciel dans le domaine des réseaux de distribution électrique. C'est basé en Caroline du Nord, aux États-Unis. Puis en fait, on est juste deux, le fondateur Adam Crane puis moi. On est surtout connu pour OpenDNP3, qui est une librairie open source pour parler le protocole DNP, qui est utilisé dans les réseaux de distribution électrique. On a aussi un produit qui s'appelle Aegis, qui fait du fuzzing de protocoles utilisés dans des SCADA, qui a été utilisé dans le Project Robust, dans lequel on a trouvé une quarantaine de vulnérabilités dans des équipements de contrôle des équipements de contrôle industriel. Et on est aussi impliqué dans SSP21, qui est un nouveau protocole d'authentification puis d'intégrité de données dans le domaine des SCADA. Fait que ça, c'était la partie pub. Maintenant, pourquoi que chez Automatac, on a commencé à regarder le langage Rust? Bien, c'est né d'un peu de l'amour-haine qu'on a pour le C++. On aime le C++ pour sa portabilité. C'est pas portable comme le Java, dans le sens qu'on a un exécutable qui s'exécute partout, sauf que du code écrit en C standard ou en C++, ben, peut être compilé sur énormément de plateformes différentes. Puis en fait, dès que vous avez un microprocesseur quelconque, généralement, vous allez au moins avoir un compilateur C. Donc, c'est sa portabilité qui est intéressante. Surtout dans notre domaine où est-ce que des fois on a des architectures un peu spéciales, ce pas des ordinateurs normaux. L'autre truc intéressant de C++, c'est ses performances, parce qu'on n'a pas de garbage collector, de trucs de genre. On s'occupe de la mémoire nous-mêmes. Quand on a des équipements limités en mémoire, ben c'est intéressant, même que c'est nécessaire. Sauf que la haine qu'on a pour le C++, c'est le manque de productivité qu'on a avec. On s'en rend souvent compte quand on fait des projets genre en Java ou en C#, par rapport à des projets en C++, que l'overhead de s'occuper de la mémoire est non négligeable. L'overhead d'écrire du C++ est non négligeable par rapport à du Java ou des langages, mettons, un peu plus haut niveau. Puis l'autre concern qu'on a, c'est la sécurité, parce que la gestion de la mémoire, c'est pas facile. Puis, c'est ça, il y a des concerns de sécurité. Mais à quel point est-ce que c'est un problème? Bien, selon le Microsoft Security Response Center, c'est constant depuis 2006, probablement avant aussi. 70% des CVE, qui sont les vulnérabilités trouvées dans les produits de Microsoft, sont causées par des problèmes de mémoire. Puis ça, c'est même si on a des outils modernes comme Valgrind et Memory Sanitizer, on a toujours... la gestion de la mémoire, c'est toujours un problème qui revient dans les vulnérabilités. Puis il y a des données similaires pour Firefox que Mozilla a sorti. C'est ça, donc c'est pas juste chez Microsoft qui ont des problèmes de ça. Puis chez Microsoft, ils ont aussi commencé à utiliser Rust, puis je pense qu'ils ont bien cerné l'essence du langage qui permet d'accéder qui permet d'avoir les performances puis le contrôle bas niveau qu'on a en C et en C++, tout en donnant des outils aux développeurs pour écrire du code sécuritaire. Mais c'est quoi Rust? Rust, c'est un langage de programmation qui a commencé à exister dans les années 2010. C'est un langage de programmation système, donc ça se rapproche du C et du C++. Donc, c'est statiquement typé, c'est compilé, ça utilise LLVM comme back-end, donc toutes les architectures qui sont supportées par LLVM, presque toutes les architectures supportées par LLVM sont supportées en Rust, qui est vraiment cool.
Et c'est axé sur la sécurité, la concurrence, puis la performance. Puis généralement, du code typique écrit en C++, écrit en Rust, je veux dire, a les mêmes performances que du code typique écrit en C++. Donc, il n'y a pas d'overhead. Puis, depuis 2016, à chaque année, Rust a gagné le prix, je ne sais pas trop. En tout cas, bref, c'est le langage le plus aimé selon le sondage de Stack Overflow. Puis, c'est financé en grande partie par Mozilla. Dans le fond, et je pense qu'ils ont commencé à financer ça pour l'intégrer. Il y a des parties de Firefox qui sont écrites en Rust. Chez Automatak, on n'a pas juste lu des tutoriels en Rust, puis là, je vous dis qu'est-ce que j'ai lu dans les tutoriels. Là. On a vraiment écrit du code en Rust. Puis on a 3 projets qui utilisent du Rust. Il y a Razen, qui est un décodeur de certificats X509. Ça, c'est les certificats que vous avez quand vous allez sur un site web genre par HTTPS. Là, vous allez établir un lien TLS, puis vous allez lire un certificat qui est encodé en X509. On a WinCryptoNG, qui est des bindings vers l'API de Windows pour accéder aux primitives cryptographiques. Puis on a Modbus ARS, qui est un genre de preuve de concept pour parler avec le protocole Modbus TCP. Donc, petit avertissement sur en passant, c'est à travers ces exemples-là qu'on va découvrir le Rust ensemble aujourd'hui. Petit avertissement, c'est quand même, je fais beaucoup de comparaisons avec le C++. Fait que, je sais pas, à main levée, il y en a-tu, c'est qui écrit comme du C++ comme régulièrement, mettons? Personne. OK, non, OK. Je vais me tourner vers ce côté-là de la salle. Mais c'est ça, la slide, c'était comme un test. Avez-vous déjà complété de quoi dans GCC? Puis avez-vous mis les warnings? Là? Puis, mais bref, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de comparaisons avec le C++. C'est vraiment targeté plus à ces développeurs-là, mais c'est ça. Puis, deuxième avertissement, même si ça peut sembler être un rant contre le C++, je l'ai encore tatoué sur le cœur. Donc, la première propriété, la première truc intéressant dans Rust, c'est comment on peut expliciter la propriété et la durée de vie des objets. Donc, la propriété ou l'ownership en anglais, c'est quand on alloue des objets en mémoire, c'est de savoir qui est responsable de désallouer l'objet une fois qu'on n'en a plus besoin. En Java, on n'a pas besoin de savoir ça parce que tu fais bateau égale new bateau, tu joues avec le bateau, puis après ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de détruire le bateau. Là. Mais en C++, c'est pas le cas. Fait que l'ownership, c'est ça, c'est d'être capable de dire, OK, telle personne, c'est lui qui est propriétaire de cet objet-là, puis c'est lui qui va le désallouer quand on n'en aura plus besoin. Puis la durée de vie, ou le lifetime en anglais, c'est de savoir de quel moment à quel moment un objet existe en mémoire. Comme ça, si on donne des pointeurs à cet objet-là, ben, faut toujours s'assurer qu'on utilise l'objet pendant que l'objet est vivant, parce que sinon, vous êtes en train de jouer avec de la mémoire qui a été désallouée, puis vous ne voulez pas ça. Fait que, bref, c'est ça les risques que vous avez si vous n'avez pas une notion de propriété puis de lifetime qui est bien connue. Bien, vous risquez d'avoir des dangling pointers, que j'ai trouvé la traduction pointeur pendouillant, je trouvais ça vraiment drôle, fait que je l'ai mis, là. Mais bref, c'est des pointeurs qui pointent vers la mémoire que vous avez désallouée, donc vous ne devriez pas jouer avec. Puis l'autre problème que vous avez, ça c'est souvent quand le lifetime n'est pas clair. L'autre problème, c'est les fuites de mémoire. Ça, c'est souvent quand la propriété, quand l'ownership n'est pas clair, dans le sens qu'il n'y a comme plus personne qui se dit propriétaire de l'objet, fait qu'il n'y a personne qui le désalloue, puis là, il reste en mémoire. Puis quand on rajoute la concurrence, bien, on a aussi des risques de course critique qui vont s'ajouter à tout ça. Donc, pour comprendre un peu la notion d'ownership puis de lifetime, souvent, on regarde comment on passe des paramètres à des fonctions. Donc, en C++, par défaut, on passe par valeur comme ça. Puis quand on passe par valeur, dans le fond, ça fait une copie de l'objet sur la stack. Et donc, l'appelant et l'appelé ont chacun une copie de l'objet. Fait que généralement, l'ownership est clair parce que chacun a sa propre version de l'objet. Il n'y a pas de chicane de qui va le déliter. La seule affaire, c'est que vous avez une copie qui est implicite. Fait que si l'objet est gros, ben, ça va coûter cher en mémoire, puis ça va coûter cher à l'exécution parce que vous copiez l'objet au complet. Pour ça, ben, on peut, au lieu de copier l'objet, on peut donner l'ownership à quelqu'un avec std_move. Là, dans le fond, cet exemple-là, par exemple, ben, si le vecteur était gigantesque, là, ce qui n'est pas le cas dans cet exemple-là parce qu'il est vide, là, mais mettons que le vecteur serait gigantesque, ben, quand vous allez faire std_move test, ben, on va juste copier le pointeur, puis caller ne va jamais appeler le destructeur, ça va être callee qui va appeler le destructeur. Fait que, bref, vous avez dit... Bref, caller dit, moi, j'ai cet objet-là, mais je ne l'utiliserai plus jamais, je te donne l'ownership, puis occupe-toi de désallouer l'objet après.
Sauf qu'en C++, quand vous avez callé stdmove, ben vous pouvez encore faire des appels sur un objet qui ne vous appartient plus puis que vous avez donné l'ownership à quelqu'un d'autre. Fait que la dernière ligne, là, le pushback de 41, ben je peux la décommenter puis ça va compiler puis chances are qu'il n'y aura pas de warning pour ça. Des fois, il y en a dans le Clang, il en fait, là, mais généralement, il n'y a pas de warning, mais c'est comme un comportement plus ou moins défini. Ce n'est pas un undefined behavior, mais presque. Donc, pour pallier à ces deux problèmes-là, de genre la grosse copie implicite puis le move qui est comme pas validé, ben, en Rust, par défaut, toutes les valeurs, quand on les passe en paramètres, ils sont move. Donc, on n'a jamais la copie. Si on veut faire une copie, il faut l'écrire explicitement. Il faut écrire .clone pour dire « je veux vraiment copier cet objet-là ». Puis, par défaut, on déplace les objets. Donc, on déplace les objets, puis le compilateur, à la compilation, valide qu'on n'utilise pas l'objet après qu'on l'ait move. Donc, par exemple, là, dans caller, quand j'appelle la méthode callee, je vais avoir déplacé foo dedans. Donc, si j'utilise foo après, ben, je vais avoir une erreur du compilateur qui dit « Hey, il était en train de... » genre, le foo, il a été moved here, là. Ça veut dire, tu sais, cette variable-là a été déplacée, puis tu essaies de l'emprunter, tu essaies de l'utiliser ici, puis tu ne devrais pas l'utiliser. Des fois, le genre de move, là, c'est un peu étrange, mais si vous utilisez des unique pointers là, en C++, là, d'habitude, vous êtes assez familier avec les moves, là, dans le sens que vous allez toujours, parce qu'il n'y a pas de constructeur de copie, vous êtes toujours obligé de move l'objet. Puis, vous n'avez jamais de garantie, comme que j'ai montré tantôt, que vous n'utilisez pas l'objet qui a été mové après. Puis, bref, c'est comme la comparaison avec le C++. En Rust, vous avez l'équivalent de std unique pointer, sauf que c'est beaucoup moins long à écrire, c'est juste box. Puis ça l'alloue un objet sur la stack. Puis vu qu'on move par défaut, ben tout le comportement par défaut, c'est celle-là qu'on s'attend. Sauf que des fois, on ne veut pas donner l'ownership à quelqu'un, on veut juste y prêter pendant l'appel de la fonction. On veut garder l'ownership à nous, mais on veut le prêter juste le temps d'une fonction, pas y donner complètement. En C++, on fait ça souvent en passant par référence. Donc, on donne une référence constante, on dit, regarde, voici l'objet, utilise-le durant ton appel, puis, stocke-le pas nulle part. Sauf qu'il n'y a rien qui empêche Callee de stocker un pointeur vers cette référence-là, ou stocker la référence d'un constructeur. Donc, bref, on n'a comme pas l'assurance que Callee va l'utiliser juste dans l'appel de la fonction, parce qu'il peut stocker une référence. Puis si on passe par référence non constante, bien là, on ajoute le risque que si on a de la concurrence, il y a plusieurs personnes qui peuvent modifier l'objet en même temps, puis là, vous avez un risque de course critique. En Rust, pour emprunter une variable, bien, il appelle ça le borrow, l'emprunt, puis ça se fait avec l'opérateur SPRLUET, puis ça va valider à la compilation, donc il n'y a pas de coût au runtime, là. À la compilation, ça va valider que si vous stockez une référence vers l'objet que vous avez passé, bien, vous ne l'utilisez pas après que le lifetime garanti de l'objet, après l'expiration du lifetime de l'objet. Donc, ça fait en sorte que dans ce cas-là, je ne pourrais pas stocker foo nulle part dans Callee parce que le lifetime de foo est incroyablement court. Puis, par défaut, c'est immuable. Donc, si j'essaie de caller foo change, qui est une méthode qui change l'objet, bien, ça ne voudra pas, ça ne compilera juste pas. Pour modifier quelque chose, bien, il faut faire un emprunt muable. Puis là, on met juste mut en avant pour dire cet emprunt-là est muable. Là, on peut faire des changements sur l'objet. Puis là, il y a une règle de plus qui est validée en Rust pour s'assurer qu'on n'a pas de course critique. Parce que dans le fond, quand on fait les emprunts, non seulement ça valide que l'emprunt est utilisé seulement quand que l'objet est valide, quand le lifetime est valide, je veux dire, mais il valide aussi qu'on a seulement soit une référence muable vers l'objet ou plusieurs références immuables. Ça, c'est un « ou » exclusif. C'est soit un, soit l'autre. C'est comme un peu un read-write-lock qui permet de faire en sorte que si on stocke une référence, bien, il y a juste une personne qui va être capable de le modifier en même temps, ou il va y avoir plein de personnes qui vont pouvoir juste le lire, mais ça, c'est pas grave que plusieurs personnes le lisent en même temps. Puis ça, encore une fois, c'est tout fait à compilation. Fait qu'au runtime, vous n'avez aucun coût à payer pour ça. C'est juste à compilation que c'est validé, puis ça l'empêche toute course critique, en fait. Ce qui est vraiment intéressant. C'est ça que je disais là. Puis, la validation des règles d'emprunt, ça nous a vraiment été utile dans le projet Razen que j'ai parlé un peu tantôt. Fait qu'un certificat, comme dans HTTPS, là,
Ça ressemble à ça, là. Ça, c'est la notation ASN.1, là, qui est comme le genre de proto-buff des années 80, là. Puis bref, un certificat, ça contient le TBS, là, c'est To Be Signed Certificate, qui contient toutes les données, là. C'est l'affaire que j'ai mis en dessous, là. C'est toutes les données qui vous intéressent du certificat. Puis après ça, vous avez un identifiant de l'algorithme de signature, puis vous avez la signature qui s'applique sur le certificat pour dire, dans le fond, vous le signez avec votre clé privée pour valider que c'est vraiment vous qui avez émis ce certificat-là. Puis vous allez voir en Rust, la structure qui contient ça est très semblable à ce qu'on a vu dans les SN.1. Donc on a la structure certificate avec le To Be Signed Certificate, l'algorithme de signature, puis la signature. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le compilateur des fois? Parce que pour aider le compilateur à comprendre le lifetime de nos objets, c'est qu'on peut mettre des identifiants de lifetime. Ça, c'est les genres de apostrophe A là, qui apparaissent un peu partout. Fait que qu'est-ce qu'on dit, dans le fond, c'est que certificate, il y a un lifetime, il y a une durée de vie quelconque A, puis tout ce qu'il contient à l'intérieur va avoir la même durée de vie que lui-même. Fait que la référence dans signature value, là, la référence qu'on a là, ben il faut que cette slice-là d'octet soit valide au moins aussi longtemps que le certificat est valide. Sinon, le compilateur va dire « Ah non, ce que tu fais là, c'est pas correct. » Donc, dans la méthode parse qu'on a, bien, on dit l'input, il y a un lifetime A, puis il va retourner un certificat qui a la même durée de vie, qui va être vivant tant et aussi longtemps que la référence qu'on lui a donnée est bonne. Donc, ça nous permet à la compilation de valider que le certificat va toujours pointer vers de la mémoire qui existe, qui va toujours exister tant que le certificat est valide, bref. Puis, donc, ça nous permet de faire ce qu'on appelle du zero copy parsing. Donc, il n'y a aucune copie qu'on fait, on stocke juste des références vers les bouts d'octets qu'on a parsés du certificat. Donc, plus de performance, puis tout ça est validé à compilation, donc on est sûr qu'on ne pointe pas vers de la mémoire qui n'existe plus. Puis, en tout cas, ça, c'était le constructed, mais c'est pas vraiment pertinent, puis genre, j'ai pris plus de temps que j'étais supposé, fait que j'en parlerai pas. Donc, bref, en tout cas, le truc de lifetime puis d'ownership, c'est quand même complexe, là. Mais genre, si vous faites du C++, là, je vous recommande, même si vous ne voulez pas faire de Rust après, là, je vous recommande d'écrire au moins un programme en Rust, puis vous battre contre le compilateur une fois. Puis, à un moment donné, vous allez comprendre toute cette mentalité-là. Puis, votre code C++ va vraiment être meilleur parce que vous allez avoir une meilleure compréhension du lifetime des objets que vous créez, puis de toutes les assumptions que vous faites dans du code normal en C++ qui sont loin d'être garanties, là. En tout cas, bref, je vous recommande, si vous faites du C++, je vous recommande d'au moins écrire un programme en Rust une fois, puis vous battre avec le compilateur jusqu'à temps que ça compile. L'autre fonctionnalité qui est vraiment cool avec le Rust, puis que je voulais vous parler, c'est les énumérations, puis la gestion des erreurs. Fait que, je vais prendre une gorgée d'eau. Fait que des énumérations en C++, c'est assez classique, là. Enum, classe, le nom du truc, puis là, vous mettez toutes les variantes qu'il y a. Ça, c'est un extrait de OpenDNP3, le break que je vous ai parlé au début. Puis, en passant, si vous faites du C++ puis vous n'utilisez pas des enum classes, ben, je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas ça, parce que vous devriez. Ça évite la conversion implicite, puis ça évite le name clash. Fait que, bref, utilisez toujours enum class. La seule affaire en C++, c'est qu'on ne peut pas rajouter du comportement. Ben, en Java non plus, je pense. On ne peut pas rajouter du comportement à des énumérations. Fait que si, mettons, on veut faire un toString ou un fromString, ben, on ne peut pas avoir une valeur on peut pas avoir une variable de type genre analog output status quality puis faire point toString puis que ça fonctionne. Ça va toujours nous prendre comme une classe quelconque extérieure pour faire cette conversion-là. Donc, voici un exemple de classe qui fait ce genre de truc-là. Donc, nous autres, par défaut, on l'appelle tout le temps le même nom que l'enum, puis on met spec après. Puis là, c'est plein de fonctions statiques qui convertissent. Il y a des toString, toHumanString, fromString, puis blablabla. Mais ça, c'est dans une structure à part, right? Puis là, si on regarde comment on implante les fonctions à l'intérieur, par exemple, le fromString, ben, c'est une série de if, parce qu'on ne peut pas faire de switch sur des strings en C++. C'est une série de if pour chacun des cas qui existent. Puis, si on arrive avec une string qui ne fit pas avec l'enum, ben là, on ne peut pas retourner un analog output status quality parce que ça ne fit comme pas.
Fait que là, ben, on n'a comme pas vraiment le choix, fait qu'on lance une exception pour dire, ben, genre, ça fit avec rien. Puis, règle générale, on n'aime pas beaucoup les exceptions en C++. Ça a un coût à la compilation pour faire le stack unwinding. Puis, de manière générale, c'est pas clair si une méthode va lancer une exception. Je suis pas un fan des exceptions en général, là, dans les langages, là, je dirais. Puis, bref, c'est pas super élégant. Puis, si on regarde le toString, bien là, on peut faire un switch parce qu'on peut. Puis là, vous voyez que je suis exhaustif. J'ai traité tous les cas possibles de l'enum. Mais j'ai quand même mis un default parce que si jamais je rajoute une variante à l'enum, ben le default va m'assurer qu'au moins ça va juste retourner une string qui dit undefined au lieu d'avoir un comportement qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que ça va faire. Fait que, bref, les enums, on en a quand même pas mal dans notre code base. Fait qu'on triche un peu, puis on a du code écrit en Java qui génère du code en C++ pour traiter les enums. Fait que, mais tu sais, c'est comme un indice que genre ça pue un peu, là. Fait que regardons comment que Rust fait ça, puis comment il règle genre tous nos problèmes. Fait que faire un enum, là, j'ai écrit le même enum en Rust, ben c'est assez genre straightforward, là. C'est juste quelques mots-clés différents. Puis, by the way, on peut mettre des trailing commas en Rust, puis moi, j'aime ça. Puis là, après ça, si on regarde comment on fait les fonctions utilitaires que j'ai montrées tantôt, bien, on n'a pas besoin de faire une classe à part avec des méthodes statiques, parce qu'on peut donner un comportement. Les enums peuvent avoir des méthodes qui leur sont associées. Donc, vous voyez, là, c'est l'implémentation de Analog Output Status Quality. C'est le même nom que l'enum, là. Ça veut dire que si on a une méthode, mettons, qui retourne cet enum-là, bien, puis qu'on l'a dans une variable, bien, on peut prendre cette variable-là, point, toString, puis ça va imprimer la variable. Pas besoin d'écrire à une autre classe, toString. Fait que ça, c'est quand même cool. Mais qu'est-ce qui est plus cool dans cette méthode-là, c'est qu'on n'a pas un switch, mais on a un match. Puis ça fonctionne de manière similaire ben non, pas vraiment, là, mais en tout cas, ça peut s'utiliser d'une manière similaire à un switch. La seule chose, c'est que le match en Rust, il est exhaustif à la compilation. Fait qu'il valide que vous avez traité tous les cas possibles qui peuvent arriver. Fait que si j'enlève, par exemple, le reserve, ben je vais avoir une erreur à compilation qui dit « Hey, le mot-clé reserve, tu ne l'as pas traité, puis genre, je ne peux pas compiler ton code à cause de ça. » Donc ça permet d'éviter d'avoir le default qui servait à rien qu'on avait tantôt en C++. C'est ça, c'était la seule chose que j'avais besoin de dire. L'autre truc, c'est le from string. Donc là, on utilise encore une fois un match parce qu'on peut le faire même sur une string, alors qu'on ne pouvait pas faire un switch tantôt en C++. Puis là, on remarque que si on n'a aucun des cas, ben la barre en bas, ça veut dire tous les cas qu'on n'a pas traités. Ben là, on a un autre comportement. Puis ce que vous allez remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas d'exception dans ce code-là. Puis en fait, le fait qu'on n'a pas d'exception, c'est grâce au type option. Puis le type option, il y a des équivalents dans d'autres langages. Je pense qu'en Java, il y en a un, mais je sais qu'en ce cas-là, il y en a un, là. Puis ça permet de dire soit que quelque chose contient un objet ou soit qu'il n'y en a pas. Puis ça, c'est possible, encore une fois, grâce aux énumérations, parce que option, c'est une énumération. Mais les enums en Rust, c'est beaucoup plus que des enums en C++. En fait, c'est ce qu'on appelle un tagged union. Donc, c'est une union, comme en C++, on a aussi des unions, là, mais c'est des unions que chaque valeur qu'ils peuvent contenir a un nom qui est associé. Donc, par exemple, l'enum option, ben, il y a une option que c'est none, qu'il n'y a rien dedans, ou some, qu'il y a quelque chose dedans. Puis en mémoire, comment c'est fait? C'est juste, au début, il y a un identifiant pour dire quelle variation de l'enum on a. Puis après ça, il y a assez de mémoire pour contenir le plus gros des types qu'on peut contenir dans l'enum. Donc, bref, la librairie standard de Rust, elle a deux types utiles pour la gestion des erreurs. Il y a option, qu'il n'y en a pas ou il y en a. Puis il y a result qui dit oui, la fonction a bien fonctionné, donc je retourne le type T. Ou sinon, ça n'a pas bien été, j'ai une erreur, puis voici la description de l'erreur qui est contenue dans le type E. Ça permet d'écrire ça permet de traiter tous les cas d'erreur de manière exhaustive, puis valider à la compilation. Et pour ça, j'ai écrit un petit... en fait, je pense que je l'ai copié-collé, mais en tout cas, j'ai un exemple en OpenSSL de comment on ferait ça en C++ pour... Ça l'encrypte en AES, une chaîne de caractères quelconque. Fait que là, tu
initialises ton cipher, puis là, tu l'updates, puis après ça, tu détruis ton cipher, puis tu retournes le truc. La seule affaire, c'est que ce code-là, il n'y a aucune validation qui est faite dedans. Toutes les méthodes EVP, blablabla, là, ça retourne un entier que tu es supposé checker. Est-ce que c'est égal à genre EVP success? Je me souviens pas c'est quoi la valeur, là. Mais bref, est-ce que c'est une valeur de succès ou c'est une erreur? Puis ça, ce code-là, là, ça compile dans un compilateur C++, puis vous n'avez aucun warning, là. C'est genre, c'est bien chill ce que vous avez fait là. Mais en fait, c'est vraiment genre c'est vraiment pas chill, qu'est-ce qui se passe là, parce que si votre clé n'est pas de la bonne taille, si le vecteur d'initialisation n'est pas de la bonne taille, ou si whatever, OpenSSL n'est pas installé comme du monde, bien ça va péter, puis on ne sait pas comment que ça va péter parce que vous ne le checkez pas. Fait que, bref, c'est vraiment pas sécuritaire, mais le compilateur, lui, il accepte ça sans crier. Bien, regardons un exemple similaire, ça n'utilise pas OpenSSL, mais ça fait sensiblement la même tâche, avec WinCryptoNG, qui est une librairie qu'on a écrite. Bien là, la méthode encrypt, elle retourne un type result, qui contient soit un buffer, soit une erreur. Fait que si c'est un succès, le buffer va contenir le contenu encrypté. Si c'est une erreur, ben erreur, je pense que c'est juste un énum de genre tout ce qui peut virer mal. Puis, c'est ça. Puis là, dans la méthode encrypt, ben, on va ouvrir l'algorithme, on va créer une clé, puis on va l'encrypter pour vrai. Puis, vous remarquerez qu'il y a comme un point d'interrogation là, à la fin de open, là, genre là. Puis, il y a un point d'interrogation aussi à la fin de new key. Mais en fait, c'est parce que symmetric algorithm open, ça retourne aussi un result. Ça retourne un result de symmetric algorithm ou d'une erreur. Puis, le point d'interrogation, qu'est-ce qu'il fait? C'est que si ça a fonctionné, ça l'extrait le contenu dans la variable algo. Puis, s'il y a une erreur, ça retourne une erreur. Fait que ça va retourner un result erreur tout de suite. Là. Fait que ça génère votre code, genre if, tu sais, dans OpenSSL, on aurait écrit if EVP encrypt init est pas égal à success, ben genre throw une exception ou je sais pas quoi. Ben juste le petit point d'interrogation, ça vous permet de traiter l'erreur. Puis en fait, si vous ne mettez pas le point d'interrogation, ça ne compilera pas parce que algo, il n'y aura pas le bon type, il va être un result, mais vous voulez un symmetric algorithm direct dans la variable algo. Donc bref, juste le petit point d'interrogation, ça vous permet de traiter les cas d'erreur. Puis, si par exemple, vous utilisez, je veux dire, l'exemple qu'il y a en bas, là, j'appelle la fonction qui a été écrite en haut, avec une clé, puis un vecteur d'initialisation, puis des données, puis je fais unwrap. Puis unwrap, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est, ça l'extrait le résultat si c'est un succès, puis si c'est une erreur, bien, ça panique, puis ça fait juste mettre fin au programme immédiatement, puis ça ne continue pas. Fait que c'est comme la version un peu boche de traiter des erreurs, mais vous l'avez écrit explicitement. Fait que, tu sais, genre, si vous voulez traiter vos erreurs de manière boboche, ben, vous pouvez le faire explicitement en écrivant des unwrap partout. Puis en fait, si par exemple, il y a une méthode qui retourne un result, puis vous n'utilisez pas le résultat, vous ne le regardez même pas, ben j'avais une flèche qui pointait le point d'interrogation. Mais bref, si vous n'utilisez pas si par exemple on n'avait pas collé le unwrap parce qu'on n'était pas intéressé par la valeur encryptée, là, je ne sais pas trop pourquoi ça nous serait utile, mais bref, admettons qu'on n'utilise pas la variable result, bien, à la compilation, ça va générer au moins un warning qui va vous dire « C'est étrange parce que tu calls une méthode qui retourne result, mais tu ne checkes pas le résultat. » Fait que, tu sais, tu devrais peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Fait que c'est quand même intéressant pour ça. C'est ça, c'est ce que j'avais à dire sur les énums puis la gestion d'erreurs. Mais le mot qu'il faut retenir, c'est bref, c'est vraiment difficile d'écrire du code en Rust qui ne vérifie pas les erreurs. Puis de manière générale, on veut vérifier les erreurs, fait que c'est bien. Autre truc cool, en Rust, c'est les traits, les traits. Je ne sais pas si ça se traduit direct en français, mais bref. C'est la notion d'interface qui existe en Rust. Donc, si on regarde comment on fait une interface en C++, bien, généralement, ça ressemble à ça. C'est une classe. Puis là, moi, j'y préfixe tout le temps avec un I parce qu'on n'a pas de mot-clé interface. Fait que, genre, je les appelle iClientSession. Puis là, c'est plein de méthodes virtuelles pures dedans. Puis ça, bien, ça définit comme le contrat qu'on a avec... le contrat qu'on a, bref. Puis
quand on écrit ça, il ne faut pas oublier de mettre un destructeur virtuel, sinon, vos enfants ne seront pas détruits comme du monde. C'est une étrange phrase, là, mais, mais bref. Puis là, comment on implante ça? Bien, on hérite de cette interface-là, puis là, on implante les méthodes. Puis là, ça va quand même bien. Là, genre, avec le mot-clé override, si les paramètres ne sont pas pareils, le compilateur va vous dire « Hey, telle fonction, ça ne fit pas avec l'interface. Si te manque s'il te manque des versions à compilation aussi, il te manque des méthodes, je veux dire, à compilation aussi, ça va dire « Hey, il te manque des méthodes dans ton interface. » Genre, c'est chill. Puis ici, on n'a pas besoin de virtual, soit dit en passant, hein, parce que c'est la dernière implantation qui peut exister de iClient Session à cause du mot-clé find all. Il y en a plein qui mettent des virtual pour rien. Là. Puis là, quand on veut l'utiliser en C++, bien, on va faire, mettons, un genre d'injection de dépendance par référence ou par pointeur ou whatever. Fait qu'on dit foo dynamic va prendre un iClient Session quelconque. C'est ça. Donc, bref, ça a l'air pas si pire, les interfaces en C++. C'est assez clair. Les erreurs à compilation sont assez compréhensibles. Puis ça permet le polymorphisme. Puis on peut faire l'injection de dépendance. Puis ça a l'air chill. Puis en fait, c'est quand même assez chill. La seule affaire, c'est il y a quand même un coût qui est associé. Il y a un coût en mémoire parce qu'on a un vtable pour chaque truc, puis il y a au moins un pointeur vers le vtable. Il y a un coût à l'exécution parce que vous avez un jump de plus pour aller dans le vtable, puis aller chercher la bonne méthode. Mais tu sais, c'est des coûts qui sont assez négligeables là, de manière générale. Mais la seule affaire, c'est qu'on se tape ces coûts-là à chaque fois qu'on veut faire une interface, puis c'est quand même assez tedious là, d'écrire une interface au complet. Puis souvent, en fait, on n'a pas besoin ce qu'on appelle le polymorphisme à l'exécution, là, dans le sens qu'on choisit quel type d'objet on passe à l'exécution. Souvent, quand on fait de l'injection de dépendance en C++ comme ça, on le fait juste pour faciliter nos tests, dans le sens qu'il y a une seule version de client session qui ne va jamais exister dans notre programme, mais on veut le moquer, fait qu'on fait une injection de dépendance de même, puis là, on a juste un mock client session qu'on va utiliser une fois dans un test unitaire que personne va lire autre que les développeurs. Personne ne va exécuter autre que les développeurs. Fait que, bref, on se tape ce coup-là pour rien. Mais c'est possible en C++ de faire de faire des interfaces qu'on appelle statiques, donc des interfaces qui sont choisies à compilation, comme si je compile pour les tests unitaires, bien, prends le mock, si je compile pas pour les tests unitaires, prends la vraie version. Bien, ça se fait par des interfaces statiques, ça se fait par des templates. Puis, les templates, c'est pas le fun, parce que ben, c'est puissant, là, mais pour ce genre de truc-là, c'est pas le fun pour plusieurs raisons. C'est pour plusieurs raisons, parce que faut que ton type soit tout défini avant. Fait que généralement, ça fait en sorte que tes unités de traduction deviennent genre gigantesques. Puis généralement, un codebase qui est long à compiler en C++, c'est parce qu'il y a énormément de templates que vous avez importés de partout, là. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui est moche encore plus, c'est que là, c'est comme ça qu'on l'utilise, mais il est où l'interface? C'est où qu'on a défini genre le contrat? Bien, en fait, genre, si Joe Dassin il serait là, il nous dirait, genre, il n'existe pas, là. Mais, mais il n'y en a pas de contrat. Le contrat, il est fait juste quand on va compiler le foo statique, ça va remplacer T par le type, puis là, il va checker, est-ce que T, il y a une méthode qui s'appelle sendRequest, que je peux y passer ces paramètres-là, puis est-ce que c'est chill? Bref, il n'y en a pas de contrat. Puis, fait faut comme que tu lises la documentation puis que tu dises « Ah, OK, c'est ça que le développeur il s'attend que j'y passe comme contrat. » Puis en plus, quand ça compile pas, mais généralement, ça vous fait genre ça. Là. Puis là, c'est comme « Trouve c'est quoi l'erreur. » Bonne chance. Puis c'est pas le fun. En Rust, on a... c'est beaucoup plus simple parce qu'on a juste une interface qu'on peut utiliser à la fois dynamiquement puis à la fois statiquement. Puis l'interface, il est écrit une seule fois. Puis, il est défini de manière très claire dans trait avec les méthodes qu'on veut. Fait que j'ai fait le même exemple ici. Le même exemple que j'avais en C++. Puis quand on l'implante, ben on fait juste, par exemple, là, j'ai une classe qui s'appelle, une structure, mais c'est l'équivalent d'une classe qui s'appelle Tokyo Client Session. Ben, pour implanter l'interface, on fait juste dire
implement client session for Tokyo client session, puis là, tu écris les méthodes. Puis là, les erreurs à compilation, c'est tout le temps clair. Là. C'est genre, il te manque cette méthode-là, ou cette méthode-là, elle n'a pas la bonne signature, puis vous n'avez pas genre des pages et des pages de compilateurs qui vous chialent après. Là. Puis, c'est ça, puis vous écrivez les implantations comme après avoir défini la structure. C'est pas comme en Java ou en C++, vous êtes obligé de comme déclarer tout ce que vous allez hériter dès que vous écrivez la classe. Là. Fait que vous écrivez, mettons le client session, public, puis là, vous écrivez tout ce que ça hérite, toutes les interfaces que ça implémente. Bien, en Rust, vous n'êtes pas obligé de déclarer tout de suite. Vous pouvez le faire après. Fait que, par exemple, là, j'ai implémenté le trait qui s'appelle drop en Rust un peu après. Puis ça, mais tu sais, ça fait qu'on peut implanter plusieurs interfaces en même temps, mais ça, c'est pas vraiment impressionnant. Genre, les autres langages de programmation le font, genre, on peut le faire aussi. Mais on peut faire aussi l'inverse, puis implanter une interface que nous, on a écrit, mais pour une structure, une classe qui ne nous appartient pas. Fait que si vous avez comme, vous créez un trait, genre format pour imprimer pour imprimer comme en beau whatever l'objet que vous avez. Puis, fait que là, vous implantez cette interface-là dans plusieurs de vos objets dans plusieurs de vos classes pour pouvoir l'utiliser. Bien, vous pouvez aussi l'implanter pour tous les objets que vous n'avez pas créés vous-même. Fait que, tu sais, mettons, vous pourriez implanter votre méthode format pour une string ou pour un hashmap qui est dans la librairie standard de Rust, puis vous pouvez le faire. Puis ça, en tout cas, Rust, c'est le seul langage, je crois, qui permet de faire ça. Là. En tout cas, j'en connais pas d'autres vite de même. F#. En tout cas, bref. Puis là, avec cette interface-là, vous pouvez l'utiliser à la fois dynamiquement et statiquement. Donc, vous pouvez faire, si vous voulez l'utiliser dynamiquement, donc avoir un vtable, puis avoir le choix au runtime, bien, vous mettez le mot-clé dynamic en avant. Puis là, ça va fonctionner comme en C++. Ça va lire le vtable pour vous, puis ça va coller la bonne fonction à bonne place. Puis là, fait que là, j'ai mis en haut, c'est un exemple qu'on a passé par référence. Puis en bas, c'est un exemple qu'on a juste move l'objet dedans. Puis là, vous remarquerez que j'ai utilisé box, qui est le genre de unique pointer mais en Rust, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'utiliser un box dans ce cas-là. On n'a pas le choix d'avoir un objet qui est alloué dynamiquement parce qu'on ne sait pas c'est quoi sa taille. Puis en fait, si vous ne boxez pas le client session, vous essayez d'écrire ce code-là, mais ça ne compilera pas. Puis le compilateur va vous dire ben, je ne peux pas faire cette méthode-là parce que le client session, tu ne m'as pas dit quelle taille qu'il a, c'est juste une interface. Fait que, je suis pas capable de l'allouer en mémoire. Là. Tu m'as juste dit que ça implémente ces méthodes-là, mais tu ne m'as pas dit c'est quoi l'objet. Il faut absolument le boxer dans un pointeur. L'usage statique, ben, ça se fait avec, au lieu d'écrire dynamic, on écrit impl pour dire c'est une implantation de client session. Puis, en fait, le impl, c'est genre du sucre syntaxique qui a été rajouté par-dessus la version générique qui est en dessous. Puis, la méthode générique de le faire est facile à lire. Si vous avez fait un peu de template dans C++, vous pouvez écrire, c'est comme la fonction foo statique est générique sur un type T qui implante client session, puis vous passez le type T. Fait que ça se lit relativement bien. Puis puis là, vous n'êtes pas obligé de le boxer dans ce cas-là parce que vous allez savoir la taille du client session à la compilation parce que foo2 statique, il va être compilé avec une version de client session en particulier. Donc, bref, vous n'avez pas à vous taper un pointeur de plus pour rien. Puis, ce genre de comportement-là, de valider des interfaces statiques, présentement, on ne peut pas le faire en C++, mais avec C++20 puis les concepts, ça va rajouter un peu ce principe-là d'être capable d'avoir des contrats statiques sur des classes, mais tu sais, c'est C++20, là, fait que genre, probablement qu'on va pouvoir l'utiliser comme en 2025 ou quelque chose comme ça, là, parce que c'est ça. La dernière partie que je vais vous parler, c'était les outils qui viennent avec Rust. Puis, c'est ça. Dans le fond, Rust vient avec comme les batteries incluses. Donc, pour l'installer, vous faites juste installer Rust Up, que genre, il y a un exécutable qui existe pour chacune des plateformes qui supportent.
Puis avec Rust Up, vous pouvez installer le compilateur, vous pouvez installer des versions bêta de compilateur, vous pouvez installer plusieurs compilateurs en même temps de Rust. C'est vraiment génial parce que vous avez juste comme une commande pour toutes les plateformes pour installer tous les compilateurs de Rust que vous pouvez vouloir. Et vous pouvez en vouloir plusieurs parce que il y a toujours une version stable, puis il y a toujours une version qui est en bêta, puis à chaque nuit, il compile le compilateur de Rust, puis vous pouvez installer la dernière version nightly, là, qui va probablement péter un peu tout le temps, là, mais genre, si vous aimez vivre dangereusement, allez-y, là. Puis il y a une version stable qui est release à chaque 6 semaines, fait que ça va quand même assez vite. Puis Rust Up Update vous permet de keep up avec, avec leur vélocité. Donc, en ce moment, c'est vraiment génial d'avoir Rust Up et d'avoir deux versions d'installer en même temps parce que la bêta, qui est 1.39, elle a la fonctionnalité de Async Await, qui va être genre un major breakthrough dans Rust. Fait que bref, installez la bêta. Puis, quand vous installez Rust, le compilateur, il s'appelle Rusty, mais vous interagissez à peu près jamais avec le compilateur. Vous passez tout le temps par Cargo. Puis, Cargo, c'est un genre de build manager, build system, en tout cas, je ne sais pas comment l'appeler, là, parce qu'il fait bien plus que builder. Mais bref, c'est comme genre l'outil qui fait tout. Parce que ça va chercher vos dépendances, ça peut builder votre projet, ça peut exécuter votre projet, ça peut builder votre projet pour les tester et exécuter les tests. Ça peut générer la documentation, puis ça peut publier votre projet sur Internet pour que tout le monde les utilise. Puis ça, en C++, là, c'est comme genre plusieurs outils qui font ça, là, dont CMake. Puis, c'est ça. Puis, le gros breakthrough là, par rapport au C++, puis le fait qu'il y ait Cargo, c'est la gestion de dépendance. Parce que la gestion de dépendance en C++, là, si vous en avez déjà fait, là, c'est vraiment pas le fun. je vais dire ça politically correct, là, mais bref, généralement, ça tourne autour de... On essaie de trouver des versions installées sur votre système, genre avec un find package dans CMake, ou sinon, vous allez télécharger les dépendances, vous les compilez vous-même, puis là, c'est difficile à automatiser. Il y a des trucs pour faire la gestion de dépendance en C++, comme nous autres, on a utilisé Conan pour un projet, puis c'est pas parfait, là. Je dirais ça comme ça. Bref, ben, ça dépend beaucoup genre de la qualité de la recette qui a été écrite, là. Fait que c'est ça, c'est pas parfait. Puis sinon, vous écrivez comme des scripts qui vont chercher des trucs, là. Puis là, ça, c'est un script pour aller chercher ASIO, qui est une librairie assez facile à aller chercher, mais tu sais, c'est quand même beaucoup de code pour faire tout ça. Mais en Rust, vous avez juste un cargo.toml, qui est comme l'équivalent du genre de package.json en Node.js. Puis là-dedans, vous pouvez dire, voici mes dépendances. Puis là, tu écris les dépendances qui viennent de crates.io, qui est le genre de NPM, mais de Rust. Puis là, ben, Cargo va aller les chercher pour vous, puis il va les compiler pour vous. Puis à date, moi, ça n'a jamais arrivé qu'il n'ait pas été capable de compiler une dépendance que j'ai demandé. Puis je suis sur Windows, là, fait que c'est quand même un achievement, là. Puis, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez, par exemple, WinAPI, c'est genre des bindings de tous leurs pays de Windows, fait que c'est quand même gros, là. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est que vous pouvez juste prendre certaines parties d'un crate à travers les features. Donc, par exemple, ça, c'est le cargo.toml de WinCryptoNG. Bien là, je télécharge tout le code, mais je vais juste compiler la partie qui a rapport avec bcrypt puis anti-status, fait que c'est vraiment pas grand-chose, en fait. Fait que ça, c'était pour la gestion de dépendance. Puis, quand que vous avez une librairie qui est cool, bien, vous pouvez la publier sur crates.io. Puis là, c'est là-dessus qu'on retrouve genre toutes les librairies qui ont été écrites pour Rust. Fait que là, ben, genre, je suis un published Rustakeen. Là. Fait que genre, vous pouvez aller télécharger WinCryptoNG puis encrypter des trucs sur Windows seulement. Bref, c'est ça. Pour les tests unitaires aussi, le petit secret, c'est bien, souvent, les tests unitaires, en fait, on les écrit dans le même fichier qu'on a écrit le code. Puis, on utilise ce petit bout-là que j'ai mis une petite flèche, là. Puis ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit au compilateur, ce bout de code-là, là, compile-le seulement si tu es pour exécuter des tests unitaires. Fait qu'en production, ce code-là, il apparaît nulle part, là. Genre, le compilateur, ben, il doit le lire juste pour le skipper, là. Fait que, bref, c'est intéressant, puis ça fait que vos tests sont proches de votre code. Puis le hashtag test, ben, c'est toutes les méthodes que vous voulez exécuter en test unitaire. Mais qu'est-ce qui est vraiment cool avec les tests unitaires, c'est que si vous écrivez de la doc, puis que vous avez des exemples de code,
ben, quand vous allez faire cargo test, ça va compiler ces exemples de code-là, puis ça va les exécuter. Puis fait que ça vous permet d'être sûr que votre documentation est toujours à jour avec votre véritable code. Puis en parlant de documentation, vous pouvez faire cargo doc, puis ça vous génère un HTML de documentation qui est, genre, une fois que vous êtes habitué de lire du Rust, là, c'est vraiment une belle documentation, ça se lit vraiment bien. La fonction de recherche est nickel. Puis, bref, ça marche vraiment mieux qu'en C++, parce qu'en C++, il y a à peu près genre juste d'Oxygène pour générer de la doc qui fonctionne un peu. Puis, je quote mon ami Vladimir qui, qui dit que d'Oxygène, c'est un rotting carcass, parce que c'est vrai qu'à chaque release de d'Oxygène, tout est complètement pété. Fait que, bref, c'est l'état d'Oxygène en ce moment. Puis si jamais vous avez un codebase en C++ qui est documenté avec d'Oxygène, je vous recommande d'utiliser MCSS, qui a été écrit par Vladimir, qui vous permet d'avoir un output vraiment plus joli. Puis là, j'avais une slide de d'autres trucs que je pouvais parler, mais j'ai déjà fait mon 45 minutes. Fait que, mais bref, Async Await, ça s'en vient en novembre. Ça va être vraiment malade. C'est ça qu'on utilise dans Modbus RS, puis ça fonctionne vraiment bien. Puis, genre, si vous faites du web, là, moi, je ne l'ai pas essayé, là, mais vous pouvez compiler du Rust en WebAssembly. Puis, ça a vraiment beaucoup de hype, puis beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Mais personnellement, je ne l'ai pas essayé, fait que allez l'essayer. Puis, c'est ça, le reste, je peux passer rapidement. Et, ben, c'est ça qui met fin à ma présentation. Salut, c'est vraiment nice. Ouais, je connaissais pas Rust avant. Mais comme j'avais dit, F-Sharp, silencieusement, quand tu parlais, j'ai trouvé beaucoup des features que j'aime vraiment de F-Sharp se retrouvent dans Rust. Puis vu que F-Sharp, c'est advertised comme un langage fonctionnel, je me demandais, c'est quoi le paradigme principal en Rust? Est-ce que le monde sont incités à faire des classes puis faire l'héritage à la composition, ou sont plus incités à faire la programmation fonctionnelle? Ben, c'est pas tellement, c'est pas un langage fonctionnel, là, je dirais juste ça de même, mais tu sais, vous avez, mettons, des itérateurs, puis des trucs, tu sais, vous pouvez écrire, un peu comme en C++, là, tu sais, tu peux écrire du code à la fonctionnelle, mais c'est pas l'essence du langage, mais c'est pas non plus un langage OO, genre Java Enterprise intense, là. Je dirais que c'est un peu comme le C++, là, tu sais, C++, c'est orienté objet, mais mais tu sais, c'est comme pas puriste, là. C'est comme ça que je le décrirais, là. Ouais. Mais oui, vous pouvez écrire de l'orienté objet, puis vous avez des trucs pour faciliter du code, à écrire du code dans le style fonctionnel. Tu viens de passer 45 minutes un peu à nous vanter les bienfaits de Rust. Est-ce qu'il y a des côtés moins roses à Rust? Oui, il y a des côtés moins roses à Rust. Ben, comment je dirais ça? Ben, règle générale, genre au début, là, vous allez avoir une perte de vélocité assez intense parce que vous allez vous battre avec le compilateur puis comprendre la notion d'ownership puis de lifetime. Mais, tu sais, c'est comme... c'est c'est comme écrire genre un long document en LaTeX, là. Tu sais, c'est pas le fun au début, mais une fois que tu as pogné la twist, genre, tu te rends compte que tu deviens vraiment plus, je sais pas là, productif. Il y a des trucs dans le templating, il y a des trucs qui sont encore dans Nightly, que ça fait assez longtemps qu'ils sont dans Nightly, puis je sais pas s'ils vont devenir stable un jour, mais comme ils appellent ça des const generics, là, mais mettons quand vous faites un template en C++, puis vous dites, au lieu de prendre un type name quelque chose, vous prenez, mettons, un entier, là, ou des trucs du genre, ben on peut pas faire ça en Rust en ce moment. Genre, tu peux juste templater avec des types, pas avec, mettons, une valeur entière ou un booléen ou whatever. Puis ça, c'est quand même vraiment utile, puis je sais pas quand est-ce que ça va devenir stable. Puis j'avais-tu quelque chose d'autre? En tout cas, j'avais noté des trucs, mais au pire, je t'en reparlerai, là. J'ai un document avec des notes, là. Oui, allô. Ma question ressemblait beaucoup à la sienne parce que tu as comparé beaucoup avec C++, les avantages de Rust. Mais moi, ma question, c'était vraiment, il doit y avoir des points positifs à utiliser C++ versus Rust, hein. Puis je voulais juste savoir quel élément qui est avantageux pour C++ versus Rust. Ben, je dirais que l'avantage principal, c'est que vous avez déjà un codebase en C++, là. Parce que honnêtement, vous pouvez compiler sur à peu près toutes les plateformes que vous pouvez compiler en C++. Si vous utilisez
Ah ben, ça lirait dans les points faibles. Si vous utilisez une librairie qui est écrite en C++, c'est quand même difficile de faire, d'appeler, mettons, une DLL en C++ à partir de Rust. Parce qu'il faut toujours passer par une interface écrite en C. Le FFI, il est fait en C. Ben, il utilise l'ABI de C. Fait que, genre, si vous utilisez beaucoup de librairies écrites en C++, ben, ça va être un peu un pain de les utiliser à partir de Rust. Mais si vous utilisez des librairies écrites en C, genre, c'est très chill, là. Puis aussi, ben, il y a aussi le fait qu'on a, il n'y a pas beaucoup de développeurs qui écrivent du Rust, mais il y a beaucoup de développeurs qui écrivent du C++, là. C'est ça. Puis c'est la maturité du C++. Oui. Souvent, ce qu'on parle en Rust, c'est la learning curve au début. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Puis ça t'a pris combien de temps avant d'être productif dans ce langage-là? Ben, c'est vrai, là, la learning curve, c'est vrai qu'au début, genre, au début, vous sacrez après le compilateur puis tout, mais genre, il est là pour vous aider. Je ne sais pas exactement combien de temps ça m'a pris parce que j'avais comme déjà taponné en Rust avant. Puis après ça, je me suis comme remis là-dessus, mais je dirais, c'est pas négligeable, là. C'est quand même du temps, là. Puis c'est pour ça, genre, il y a quand même un gros intérêt du monde du web pour le Rust. Puis honnêtement, je comprends pas trop pourquoi, parce que genre, vous avez ben, c'est parce que vous avez genre un écosystème d'outils qui est tellement gigantesque, puis qui évolue tellement vite, puis qui va tellement bien, genre. Tandis que le C++, on est pogné avec la même maudite affaire depuis les années 80, genre. Fait que genre, je sais pas pourquoi vous voulez vous taper le coup de la learning curve de Rust alors que vous avez déjà plein d'outils pour faire ça, là. Mais peut-être des use cases très précis, là. Genre, mais ouais, c'est non négligeable, bref, c'est ce que je dirais. C'est à peu près pour répondre à ta question. La raison pour laquelle on s'intéresse au WebAssembly en web, c'est pas tant pour le Rust, c'est pour être capable d'avoir de quoi te compiler. Ouais. Ça apporte des possibilités en sécurité, ça apporte des possibilités logicielles qu'on n'avait pas en web avant. C'est pour ça qu'on s'intéresse autant à ça. Okay. En tant que tel, le Rust, c'est juste un add-in parce que de toute façon, la plupart du temps, quand tu es habitué à faire du web, tu n'es plus habitué à faire du C++. Fait que ce serait un ou l'autre. Puis il y a Microsoft qui lance son Blazor aussi, là, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Oui. Moi, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais tu disais qu'on était capable d'implémenter nos propres méthodes avec des classes existantes qui ne nous appartiennent pas. Puis moi, je me demandais, c'est pas un peu dangereux, ça? Je sais pas, d'exposer certaines parties privées, des trucs comme ça, que finalement, la classe n'est pas designée pour. Non, mais ça l'expose pas à quelque chose de privé. C'est juste que vous dites, tu sais, vous avez un contrat qui dit, genre, tel objet, il est supposé être capable de faire ça, ça, ça. Bien, si vous voulez, vous pouvez implanter ce contrat-là pour une classe que vous n'avez pas écrite. Mais vous allez seulement avoir accès à ce qui est public de cette classe-là, là. Tu sais? Okay. Je sais pas si ça répond, là. C'est comme des méthodes d'extension. Quand tu écris une méthode d'extension en C#, tu n'as pas accès au monde privé, mais c'est pratique d'avoir une méthode sur une certaine classe. Puis c'est pas mal ça la comparaison. Merci, Émile. Je connaissais pas ça. Ça. Non.